Voici une œuvre de Michael Cheval, artiste d'origine russe, actuellement vivant aux États-Unis. Œuvre qui, bien que contemporaine, fait évidemment référence au chemin déjà parcouru par Vermeer. Chez Vermeer, les mêmes éléments sont là. Un clavier, un homme, une femme, un instrument à cordes, la lumière qui vient d'une fenêtre située à gauche, un miroir dans lequel ici se reflète une femme. Bien entendu, Vermeer ne se permettait pas ce genre de fantaisie. Michael Cheval a réalisé 3 versions de cette œuvre. Que s'est-il passé entre cette version-ci et cette version-là de l'œuvre ? Ce brave petit marquis semble avoir perdu violon, chaise et manteau, trompette et vêtements. Eh bien, si la femme en perd ses partitions, c'est peut-être bien parce que c'est l'homme qui joue les effeuilleuses. Oh, pas jusqu'à la nudité, bien sûr, mais Cheval n'est pas un peintre pornographique. Mais examinons de plus près cet étrange instrument de musique, produit improbable de l'accouplement d'une trompette et d'une bouilloire. Vous remarquerez que si de l'eau s'en écoule sans que la bouilloire soit inclinée, en défi des lois de l'hydraulique, c'est certainement pour une autre raison. Et je ne peux pas m'empêcher de voir dans ce curieux instrument une métaphore du sexe féminin au moment où il désire. Et après les lois de l'hydraulique, vais-je violer les lois de la perception si je vois dans cette viole, au manche agressif, une métaphore du sexe masculin ? Cette chaise et cet instrument sont déjà présents chez Vermeer. Mais cet instrument, est-ce celui de cet homme-là ou de cet homme-ci qui s'ennuie dans le coin et qui serait parti en laissant son instrument ? En tout cas, dans les feuillages, Notre-Dame n'a perdu aucun vêtement. Elle n'a pas non plus perdu la tête, qu'elle a semblable à celle du premier tableau. Et c'est cette similitude entre les têtes qui me fait penser qu'il y a là comme une métaphore du sexe masculin, en défi cette fois des lois de la gravitation universelle, puisque cette perruque phallique ne tombe pas, malgré la position renversante de la dame. La loi de la pesanteur semble donc ne pas atteindre la légèreté de la femme, en défie également aux lois de l'anatomie, puisque, en plus de sa perruque phallique inamovible, elle joue tranquillement du piano à queue. Pendant ce temps-là, l'homme s'est dépouillé de tout, ou presque tout, puisqu'il s'est dépouillé même de son image. Le miroir ne le reflète pas, pas plus qu'il ne reflète le moindre objet de la pièce, également dans le premier tableau. Et puisque notre attention est attirée par ce miroir, ne constatons-nous pas que quelque chose ne va pas dans l'organisation de l'espace ? Est-ce que la fuite de l'espace dans le miroir ne prend-elle pas une autre direction que la fuite de l'espace dans celle de la réalité ? Suivons les lignes des carrelages, par exemple, du sol, ou les lignes du bord de la fenêtre, ou celles des poutres du plafond. Eh bien, toutes convergent vers ce qu'on appelle un point de fuite. Mais par contre, dans le miroir, si l'on suit les coins des miroirs, ils déterminent un autre point de fuite. Nous sommes donc en présence de 2 champs différents, 2 points de vue qui supposent
deux points de fuite. Un point de fuite rose pour les filles et un point de fuite bleu pour les garçons. En dépit des lois de l'anatomie, évidemment, puisque l'espace garçon est complètement dépouillé, tandis que l'espace fille a conservé ses attributs. Magritte joue d'une autre façon sur la même ambiguïté. Comme dans la toile précédente, il nous donne l'impression qu'il y a deux points de fuite ou alors deux tours au château. En réalité, il n'y a qu'un point de fuite, celui indiqué par l'avenue à droite, et il n'y a qu'une tour au château. Ceci est peut-être tout à fait métaphorique de ce que je viens de décrire entre un point de vue garçon et un point de vue fille. Le point de vue garçon serait le point de vue de la tour, évidemment phallique, et le point de vue de la fille serait celui de l'avenue où on croit voir un phallus, c'est-à-dire une autre tour, alors qu'il n'y en a pas. Par contre, ça nous fait voir un relief, c'est-à-dire un point de fuite, là où en fait il n'y a que la surface du tableau. Magritte sait jouer là-dessus d'une double façon, d'une part avec cette question du point de fuite, mais aussi avec cette façon de poser un tableau devant la fenêtre. La tour et l'avenue que l'on voit sont en réalité peintes sur un tableau, posées devant la fenêtre par laquelle on voit cette tour et cette avenue. Comme la représentation est tout à fait équivalente à la réalité, on a l'illusion doublement illusoire de la réalité. Cette illusion, Magritte nous en donne quelques indices avec le chevalet du tableau. Et cette ligne blanche que l'on voit à gauche et qui représente le bord du tableau. C'est parce que la perspective est une illusion que Magritte peut se permettre de jouer les illusionnistes en multipliant les tours de passe-passe, passer du tableau à la réalité et de la réalité au tableau, sachant que la réalité n'est jamais qu'un autre tableau dans lequel il y a un tableau. Et c'est pour cela que c'est en rapport avec la différence sexuelle. Parce que nous sommes adultes, nous croyons avoir une représentation tout à fait exacte des deux sexes, le masculin comme le féminin. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Quand nous étions enfants, tous autant que nous sommes, nous avons été mis devant un véritable trauma lorsque nous avons aperçu la différence sexuelle pour la première fois. Le ventre féminin, pour un enfant, apparaît toujours comme la surface d'un tableau sur laquelle on n'aurait encore rien peint. Et c'est pourquoi l'imagination enfantine, il y peint immédiatement un sexe masculin, un phallus. Et s'il n'y en a pas, parce que la réalité est là, évidente, eh bien l'explication vient tout de suite, imaginaire elle aussi, c'est parce qu'on l'a coupé. C'est ce qu'on appelle la castration. Et ceci, c'est vrai aussi bien pour les filles que pour les garçons, puisque l'imaginaire de la castration vient de la différence sexuelle. Il ne vient pas d'un sexe ou de l'autre, elle vient de cette différence telle que les enfants la constatent et qu'ils ne peuvent pas s'expliquer. Et quelles que soient les explications qu'on leur donne, en s'appuyant sur l'anatomie, la physiologie, tout ce qu'on voudra, quels que soient les mots qu'on emploie, tout ce vocabulaire ne fait que refouler cette première impression qui reste inscrite de manière indélébile et qui devient la source de nos angoisses, de nos phobies, de nos symptômes d'une manière diverse. C'est vrai pour tout le monde, garçon ou fille. Après, il y a des nuances entre fille et garçon et surtout entre chaque personne. Ça, on pourra y revenir. Mais l'important, c'est que il y a là quelque chose d'éminemment subjectif, même si j'ai la prétention de penser que c'est universel.
c'est-à-dire que c'est chez tout le monde, cette histoire de castration. Euh, mais c'est là où vient se nicher le plus intime de la subjectivité, c'est-à-dire de mon être de sujet. Et c'est pourquoi j'apparais maintenant. Parce que je parle aussi en mon nom propre. Je ne parle pas seulement d'une peinture, qui est un objet à propos duquel on peut faire un discours, mais je parle aussi à partir de moi-même. J'ai fait un rêve il n'y a pas tellement longtemps, dans lequel je sortais de chez moi et je m'apercevais que la maison avait été décorée avec des faux glaçons, des fausses neiges, etc., parce que nous étions en période de Noël. Et tout près de moi pendait du toit une très longue langue de neige qui descendait presque jusque par terre, et j'étais persuadé que cette langue de neige était fausse, qu'elle était en feutrine. Pour m'en assurer, je tire dessus, et effectivement, ça se casse et ça tombe. Mais en prenant un peu de recul, je m'aperçois que ce n'est pas seulement la langue de feutrine qui est tombée, mais le chenot auquel elle était accrochée. Et donc je me dis, aïe aïe aïe, j'ai commis une faute, j'ai cassé quelque chose. Et j'ai le sentiment qu'il faut que j'aille m'excuser auprès des voisins. À ce moment-là, d'ailleurs, j'aperçois à la fenêtre de la mansarde du toit, là où était accrochée la feutrine, euh, un portrait de grands-parents, de gens âgés, et un portrait comme on en faisait au XIXe siècle, un couple. Et je vais voir, je sonne à la porte des voisins, donc, et la personne qui m'ouvre est un homme d'âge mûr. Je lui explique que j'ai fait tomber la feutrine, j'évite de dire que j'ai fait tomber le chéneau. Enfin, il me semble que je suis déjà déculpabilisé d'avoir avoué ma faute, d'avoir fait tomber la feutrine. Mais le gars a pas l'air plus embêté que ça. Il dit oui, bon, d'accord, il va voir les dégâts. Et avant qu'il aille voir les dégâts, quand même, je me dis, je ne peux pas la jouer plus fine. J'ai dit, écoutez, le chéneau aussi auquel était accrochée la feutrine est cassé, il est tombé avec. Et bon, il n'est pas plus embêté que ça quand même. À cet instant, tout change. Je me retrouve dans un caniveau au bord d'une voie de la SNCF. Parce que je suis un ouvrier qui travaille là, dans ce caniveau. Et chaque fois que passe un TGV, il manque de m'écraser. J'ai beau m'aplatir dans le fond du caniveau, les tôles du TGV me frôlent, je les sens sur mon dos. Je risque d'être écrasé, ça me fait très peur. Et en même temps, ça me met très en colère. Alors, je me lève à un moment, au bout du deuxième ou du troisième TGV, et je vais dans le TGV. Je ne sais pas comment je me débrouille, mais je fais ça. Et je vais engueuler le conducteur en lui disant, écoutez, moi je suis un ouvrier, je travaille pour vous, et à chaque fois vous manquez de m'écraser. Je sais bien que ce n'est pas de votre faute, vous ne le savez pas, mais ça serait bien de faire remonter aux autorités, quand même, le danger que vous me faites courir. Et le rêve s'arrête là. Bon, l'interprétation en est simple. La langue de feutrine qui descend jusque par terre, eh ben c'est du faux, c'est du semblant, c'est un zizi, c'est un phallus, et même pour un garçon qui a priori la certitude anatomique que ça ne va pas tomber, eh bien il y a toujours l'angoisse que ça tombe, qui a été inscrite lorsque j'étais tout petit, et qui continue d'être inscrite de cette façon-là et qui revient des manières les plus diverses, comme la peinture représente des diversités absolument inouïes à travers les époques et les pays, eh bien, à travers mes rêves, cette simple histoire de castration revient d'une façon extraordinairement différente. À chaque fois, c'est une nouvelle peinture qui m'est proposée. Alors, l'incident du TGV ensuite, c'est tout simplement que le caniveau en question, c'est le sexe de ma mère.
je suis le phallus de ma mère. Je viens en tant que la totalité de mon corps vient boucher cette, cette fente, cette absence de phallus. Je viens boucher l'absence de phallus de ma mère par mon propre corps. Mais du coup, je manque d'être écrasé par quoi? Le TGV, qui est quoi? Le phallus de mon père. Bien plus gros, bien plus rapide, bien plus tout ce que vous voulez. D'où l'engueulade que je vais adresser au conducteur. Mais tout comme dans l'incident du chenot cassé, j'étais sous le regard de ses grands-parents, qui sont mes grands-parents finalement, même si c'est pas précisé dans le rêve, au sens où c'est toute une lignée, c'est sur des générations que se transmet cette histoire de castration. C'est donc pas seulement chez moi, c'est chez tout le monde. Alors, l'histoire de la peinture, l'histoire des arts d'une manière générale, me paraît être rien d'autre qu'un grand rêve que fait l'humanité par l'intermédiaire de ses artistes pour tenter, là aussi, d'écrire quelque chose de la différence des sexes qu'on n'arrive pas à écrire autrement qu'en termes de castration. La castration est toujours liée au complexe d'Oedipe. Dans mon rêve, c'est flagrant, puisque je me crois bien à l'abri dans le sexe de ma mère, mais mon père, avec son TGV, vient m'en déloger. D'où le combat entre moi et lui, la colère que je vais exprimer au conducteur du TGV, c'est-à-dire à mon père, qui est la lutte entre Oedipe et son père, qui se termine par la mort du père. Donc la mort du père pour la possession de la mère. Voilà le sentiment de culpabilité qui m'étreint depuis le départ à cause de ce chéneau cassé, c'est-à-dire de ce phallus castré. Il apparaît toujours comme la sanction du complexe d'Oedipe, c'est-à-dire la sanction pour avoir voulu conserver mon caniveau, c'est-à-dire la forme de ma mère pour moi, et d'avoir tué mon père pour pouvoir garder ce sexe maternel pour moi-même. Eh bien, ceci est parfaitement subjectif. Il ne me viendrait à l'idée jamais d'interpréter quelqu'un d'autre ou le rêve de quelqu'un d'autre à partir de ce que je viens de dire là. Quoique ce que je viens de dire là me sert de guide, mais de guide pour poser des questions, jamais pour poser des réponses ou des solutions. C'est un guide pour que l'autre puisse s'y retrouver lui-même dans ses voies ferrées, ses tableaux, ses maisons, ce qu'il veut, sa façon à lui de peindre la problématique qui est la sienne. Cependant, si chaque peinture émane de la subjectivité profonde d'un peintre, et donc révèle l'inconscient à la manière d'un rêve, pourtant, la perspective est un objet mathématique. Elle se définit mathématiquement, géométriquement, optiquement, d'une manière extrêmement précise, et c'est universel. En quoi est-ce que ces deux éléments, ces deux voies, la voie subjective du rêve et de la peinture et la voie objective de la perspective en tant qu'objet de science, en quoi l'une contribue à l'autre? En quoi l'une contribue à l'autre, c'est-à-dire en quoi la recherche en peinture a amené à la construction de la perspective, et en quoi la construction de la perspective contribue à l'expression du fantasme de l'artiste, qui est en même temps le mien, dans lequel je me reconnais, mais à chacun de s'y reconnaître à sa façon, bien entendu. On va donc maintenant parcourir le chemin de l'histoire de l'invention de la perspective. Voici une fresque romaine.
est-elle dessinée en perspective? Bon, certains éléments pourraient nous le laisser penser. Cependant, si on trace les lignes de fuite, comme j'ai essayé de faire avec les tableaux précédents, eh bien, on s'aperçoit que ça ne converge nulle part. Et mieux, lorsque je mesure avec ces flèches jaunes la dimension des colonnes, la colonne de derrière devrait être plus petite que celle de devant, eh bien je m'aperçois qu'en fait elle est plus longue que celle de devant. Pas de perspective chez les Romains, pas plus au Moyen-Âge. Dans cette fresque de Lorenzetti, le même essai de calculer un point de fuite s'avère un échec, ça va dans tous les sens. Cette annonciation du même Lorenzetti semble fonctionner beaucoup mieux pour le point de fuite avec les traits jaunes, mais pas pour le point de distance avec les traits rouges qui devraient eux aussi converger à quelque distance sur la même ligne d'horizon. Je reviendrai sur cette notion de point de distance un petit peu plus tard. Daniel Arras fait remarquer le pouce de l'ange qui a l'air de faire de l'autostop. Et effectivement, c'est une façon de faire de l'autostop. Dieu demande à Marie de le prendre dans son véhicule. La grossesse, c'est le véhicule de l'enfant à naître. Pour ma part, je ne peux pas m'empêcher d'y voir aussi une partie du corps érigée, comme si pour qu'il y ait un enfant, il faut bien qu'il y ait un phallus qui se lève. Dans cette annonciation un peu plus tardive de Brøderlam, la non-convergence des points de fuite est d'une telle évidence qu'elle donne un aspect tordu au tableau, aussi tordu que l'attitude des personnages ou que la bulle de parole qui va de l'ange à la Vierge Marie. Et puis, malgré l'aspect somptueux de ce palais, dans cette annonciation-ci, il nous semble nous retrouver dans notre monde, dans la réalité telle qu'elle s'offre à notre perception. En effet, les lignes de fuite convergent vers un seul point très précis et la taille des objets diminue en fonction de l'éloignement. Que s'est-il donc passé entre ceci et cela ? Eh bien, l'irruption de ces trois personnages, essentiellement Brunelleschi à droite, qui a été architecte essentiellement, mais à qui on doit l'invention du procédé de la perspective, Masaccio, son élève, à gauche, qui a transférer, disons, la question architecturale dans l'art comme tel, et Alberti, l'auteur du traité par lequel nous connaissons la théorie de Brunelleschi. Brunelleschi est connu avant tout pour être l'architecte de la cathédrale de Florence et du fameux dôme qui était une prouesse pour l'époque. Pour obtenir ces contrats de la part des commanditaires, Brunelleschi a eu l'idée, d'une part, d'inventer le tableau portatif, puisqu'auparavant on peignait sur les murs, mais aussi d'inventer la perspective afin que ce qu'on voit sur le tableau persuade les commanditaires qu'il s'agit exactement de la même chose que la réalité. Il décide donc, en se postant sous le porche de la cathédrale, de peindre le baptistère Saint-Jean qui est juste en face, et de montrer, grâce à un ingénieux dispositif, comment le baptistère de la réalité est l'exact équivalent du baptistère de la peinture. En se postant au même endroit que le peintre, l'observateur tient devant son œil le tableau, mais inversé, c'est-à-dire qu'il regarde le dos du tableau. Et par un trou,
il peut regarder le tableau tel que reflété dans un miroir qu'il tient dans l'autre main. Et d'un autre côté, il peut aussi regarder le baptistère de la réalité. Il voit donc le baptistère de la peinture dans le miroir et le baptistère de la réalité dans la réalité, mais le tout à partir de ce trou dans le tableau qui est le point de vue exact du peintre. Ce trou a été pratiqué exactement à l'endroit du point de fuite. Donc, le dispositif fait coïncider le point de vue et le point de fuite. En bougeant un peu le miroir avec la main, l'observateur peut se rendre compte que chaque partie du baptistère correspond exactement à chaque partie de la peinture. Voici le schéma de la théorie de Brunelleschi, le schéma géométrique de la perspective tel que nous le trouvons dans l'œuvre d'Alberti. On y voit le punctus centricus qui est le point de fuite et on y voit aussi le pyramis distantia qui est le point de distance dont j'ai parlé. Ce point de distance est le point de convergence des diagonales du tableau. Diagonales qui sont le reflet des diagonales de la surface de la réalité représentée par le carré du bas, diagonales qui dans la réalité sont parallèles entre elles et qui dans le tableau convergent au point de distance. Et c'est ce qui permet au point de vue d'être l'exact symétrique du point de fuite, comme si le tableau était un miroir. C'est donc là l'explication mathématique et objective qui nous donne ce sentiment subjectif d'être dans une réalité alors que nous sommes dans un tableau. Et puisque nous y sommes, regardons d'un peu plus près ce qu'il y a au point de fuite. Une colonne devant un porche, je me demande s'il n'y a pas là une représentation de la différence sexuelle ou de l'acte sexuel, malgré les fleurs de lys, symboles de virginité, qui viennent au premier plan. Il est vrai que c'est sur cette colonne que se tient le Saint-Esprit, dont nous savons qu'il est l'instrument de la fécondation de la Vierge. On se demande si Dürer se rend compte de ce qu'il fait en nous proposant cet exemple de sa machine à dessiner ou encore perspectographe ou dit encore portillon de Dürer. Il est clair que le dessinateur est installé devant un phallus, que l'on va prendre, si on y prend garde, pour un instrument de mesure, et qu'à travers la grille, qui signifie un interdit quelconque, qu'il est en face du sexe d'une femme. Le paradoxe est que cette grille est à la fois ce qui l'empêche d'y accéder et en même temps ce qui lui permet de le dessiner. Le sexe féminin, voilà bien ce qui était si difficile à se représenter. Et peut-être était-ce là la source subjective de toutes ces tentatives pour inventer la perspective. C'est-à-dire, encore une fois, pour mettre un relief là où il n'y en a pas, sur la surface de la toile, comme sur le ventre plat d'une femme. Dürer, précurseur de Courbet, voici l'origine du monde. Peut-être l'origine de la perspective aussi. La perspective est-elle seulement au service du décor ou peut-elle aussi servir le propos de la toile ? L'annonciation précédente mettait l'accent sur la relation sexuelle, vraisemblablement à l'insu de Lippi, le peintre. Dans celle-ci, voyons voir où nous conduisent les lignes de fuite. Eh bien, au sommet de la tête de l'ange, exactement sur le bord, entre l'auréole et le paysage.
Peut-être est-ce pour dire que ce n'est pas une création selon la chair, mais selon l'esprit. L'esprit de Dieu qui, cette fois, ne se tient pas dans les nuages, mais derrière l'ange. Peut-être n'est-ce que le commanditaire de l'œuvre, à moins que ce ne soit une modalité de collaboration entre le Père et l'ange pour engendrer le Fils. L'allusion sexuelle est peut-être moins claire, mais on retrouve néanmoins ici le pouce érigé de l'ange que nous avions déjà rencontré chez Lorenzetti. La localisation du point de fuite au bord de l'auréole de l'ange nous rappelle le parcours de la colombe du Saint-Esprit qui va du dehors au dedans, l'auréole étant située exactement à la limite entre dehors et dedans. Or, rendre une femme enceinte, n'est-ce pas rentrer de dehors à dedans, afin que l'enfant qu'elle couve puisse aller de dedans à dehors à son tour. La perspective est donc bien une figure de rhétorique picturale qui vient souligner le propos de la toile. Le propos de la toile, c'est quoi? Une annonciation, c'est-à-dire tout simplement une fécondation, c'est-à-dire un passage du dehors au dedans. La toile précédente était peut-être plus inconsciente au point de vue de la signification sexuelle, mais la perspective n'en était pas moins au service de cette signification sexuelle. Dans cette autre œuvre de Filippo Lippi, il y a aussi le passage du Saint-Esprit du dehors au dedans, avec cette Vierge qui se tient penchée sur le seuil, exactement sur le seuil. Mais ici, le seuil est marqué par cette arcade qui est au premier plan et qui se confond avec la surface du tableau. D'où notre attention qui est attirée par cette carafe qui est intégrée à la limite même du tableau. Comme beaucoup de peintures de l'époque, cette œuvre de Francesco del Cossa joue sur ces portiques qui marquent le dedans et le dehors de la peinture, tandis qu'il y a un ciel dehors et un dedans, la maison de la Vierge. Mais cette fois-ci, l'ange se tient de notre côté de la peinture. Il n'est pas à l'intérieur de la peinture. Il y a cette sorte de complicité entre l'ange et nous. Mais ce qu'il y a d'encore plus extraordinaire, c'est ce curieux petit animal qui vient faire sa promenade entre l'ange et la Vierge, en ayant l'air de se diriger vers la Vierge. Tout le monde aura compris l'aspect phallique de l'animal. Toutefois, ce qu'il faut remarquer, c'est que Dieu, qui envoie son rayon vers la Vierge Marie, se situe tout à fait dans le fond de l'œuvre, tandis que l'ange se tient tout à fait de notre côté, sur le bord de l'œuvre, au même endroit que l'escargot. Curieusement, les lignes de fuite n'accompagnent pas cette symétrie entre le Père et l'ange, mais viennent se bloquer sur la colonne centrale du portique. Celle-ci vient donc marquer le bord entre le dedans et le dehors de la peinture, le dedans et le dehors de la maison de Marie, la limite entre l'ange et la Vierge. Elle vient même faire l'articulation entre les trois personnages, le Père, l'ange et la Vierge. Et à ce titre, je pourrais dire qu'elle est phallique, vu qu'elle articule la différence des sexes. À ce moment crucial qu'est celui d'une conception. Mais si la colonne fait symbole phallique, me direz-vous, pourquoi l'escargot? Daniel Arras nous suggère une hypothèse biblique, celle de la lenteur des desseins de Dieu. Pourquoi a-t-il attendu en effet quelques millénaires pour envoyer un sauveur à l'humanité? Eh bien, les desseins de Dieu sont impénétrables, et en tout cas, Marie n'a pas l'air de l'être. Cette multiplication des symboles ne suit pas la logique rationnelle, elle suit tout simplement la logique du rêve. Une peinture n'est autre chose
qu'un grand rêve d'artiste. Cette technique de peindre le seuil du tableau dans le tableau fera florès pendant toute la Renaissance. Et Carlo Crivelli va être un des plus habiles et des plus inventifs dans la pratique de cette chose. Un piédestal doré orné de feuilles sculptées sert de scène au protagoniste. Eh bien, si cette scène est le bord du tableau, eh bien, le pied de Saint Jérôme ainsi qu'un pan de sa robe pendent vers nous à l'extérieur du tableau. Ce qui pend vers l'extérieur, ce sont aussi les organes sexuels masculins que nous voyons ici encadrer la tête de la Vierge, sous forme de concombre et pommes. Cette vision du frère Gabriel, du même Carlo Crivelli, nous donne à voir cette fois une version du sexe féminin. Celui-ci, comme on le voit, ne peut pas être représenté comme tel, il faut toujours y adjoindre quelque chose, ici le corps de la Vierge portant l'enfant. Nous avons donc ici une série de 3 poupées gigognes, où chaque enfant est le phallus de sa mère. Ce brave frère Gabriel est donc comme tous les enfants qui, découvrant la différence des sexes, voient sur le sexe féminin un phallus qui aurait été enlevé. J'ai trouvé sur internet cette figure du sexe féminin qui est extrêmement parlante. Je ne peux pas vous dire d'où elle sort, mais je pense qu'elle témoigne de cette impossibilité radicale de dépeindre le sexe féminin comme tel. Il faut mettre un corps à la place. Un corps comme substitut phallique. Cela, par contre, je l'ai photographié à Cayenne tout récemment. C'est un graffiti populaire et on voit la même chose, c'est-à-dire cette Vierge à l'enfant sortant de quelque chose qui rappelle très nettement le sexe féminin. Un relief s'impose sur l'absence de relief. Et Carlo Crivelli en joue ici d'une autre manière, absolument habile, en nous donnant l'impression qu'une mouche s'est posée sur la toile. En fait, elle s'est posée exactement sur le bord, ce bord marqué par ce parapet sculpté, sur lequel on a déposé un tissu et l'enfant Jésus. Le gland du coussin pendant juste sous ses fesses est suffisamment évocateur, tandis que la mouche indique que s'il y a un zizi, eh bien, il peut s'envoler. Si l'on n'avait pas compris, ils sont encore présents sous cette forme de pomme et concombre si fréquente chez Crivelli, qui laisse penser qu'il faut absolument mettre quelque chose à la place de cette fente, ici figurée par une craquelure dans le parapet. Puisqu'il était question de bord, cette autre toile de Crivelli joue sous la division en 2 de l'espace, avec un extérieur mis en valeur par la perspective et un intérieur où elle est pratiquement inexistante. Le rayon divin fécondateur pénètre donc de l'extérieur à l'intérieur. Les lignes de fuite de la perspective convergent entre les jambes du porche sous cette ouverture grillagée, synonyme d'interdit, mais à travers lesquelles l'on peut néanmoins voir. Sous la robe de ce personnage apparemment masculin ou à travers la grille de ce trou apparemment féminin. La division du tableau en 2, droite et gauche, recoupe ici la division sexuelle, qui est particulièrement représentée, comme souvent chez Crivelli, par ce concombre et cette pomme, ce concombre dépassant vers nous. En effet, cette bordure de marbre qui donne la limite du tableau est donc dépassée par la pointe du concombre. La porte de la maison de Marie est donc la porte d'entrée dans le tableau, et donc cette queue du pan est extérieure au tableau, elle pend vers nous. Au XVe siècle, la ville d'Ascoli était sous la domination papale. En 1482, les habitants de la ville achetèrent au pape Sixte IV le privilège de se gouverner en commune. Cette libertas ecclesiastica provoqua une éclosion artistique,
les magistrats et les couvents commandèrent des tableaux et des fresques dont les sujets furent des allusions à la libération qui venait de s'accomplir, dont ce tableau de Carlo Crivelli qui montre justement le protecteur de la ville, Saint Émidius, présentant une maquette de la ville à l'ange annonciateur de façon à ce qu'il intercède auprès de Marie et pour qu'elle intercède auprès de Dieu. Cette fécondation artistique vient ici faire métaphore de la fécondation virginale de Marie. Et la colombe qui la représente vient faire le même travail que le pigeon voyageur que l'on voit ici venir amener le message du pape annonçant la fameuse liberté ecclésiastique. La même division en deux du tableau, droite-gauche, qui vient se substituer à la division haut-bas que nous avions observée chez Cheval, cette même division en deux recouvre-t-elle ici aussi la division sexuelle. Malgré le point de fuite se situant dans la partie gauche du tableau, sur la tenture noire, la profondeur est très visiblement dans la partie droite, tandis que la femme s'allonge sur toute la largeur de la surface, dissimulant son sexe à l'exact endroit de la coupure du tableau en deux. Que se passe-t-il dans le fond de cette profondeur ? Cette femme qui se retrousse les manches, est-ce pour donner la fessée à cette jeune fille qui peut-être a trop regardé de ce côté-là ? La Vénus semble nous regarder, mais son œil est situé juste sur la ligne d'horizon, qui donc semble se diriger, à travers la tête de la femme agenouillée, vers la zone sexuelle de la femme en courroux. Enfin, si on trace la diagonale de la fenêtre du fond, elle croise la tête de la jeune fille agenouillée au même endroit que le regard de la femme debout et que le regard de la Vénus. Et s'il s'agissait de trois regards de la même femme qui cherche dans la malle, quoi, si ce n'est le phallus perdu de son enfance. La diagonale qui barre le phallus semble nous indiquer par son prolongement l'arrière-train du chien. Et comme les lignes de fuite partent de lui, eh bien ces lignes se prolongeant semblent nous indiquer des plis qui, dans le rideau au-dessus de la tête de Vénus, semblent bien décrire le sexe féminin qu'elle voulait voiler de sa main. L'autre main en reproduit la forme, qui se trouve alignée avec une horizontale joignant les deux mains et le chien. La perspective vient au service de la traversée dedans-dehors, dehors le phallus qui rentre dedans la chambre des femmes. La problématique d'une conception divine et virginale a simplement ici été remplacée par la représentation du sentiment de culpabilité. Vermeer est le peintre du dedans. On ne lui connaît que deux œuvres vues de l'extérieur, c'est La Ruelle et La Vue de Delft. C'est à sa façon qu'il va traiter la traversée du dehors au dedans, en mettant l'accent sur la lumière qui vient de cette fenêtre et qui illumine le visage de cette jeune fille au collier de perles. La perspective n'y est plus pour grand-chose. Le procédé est là, on le connaît, mais il ne vient plus à l'appui de la traversée dehors-dedans. C'est un subtil retournement de la lumière dans le miroir posté juste à côté de la fenêtre qui fait que cette jeune fille se regarde grâce à la lumière et, espère-t-elle sans doute, grâce au regard de quelque beau jeune homme. La lumière n'est plus conceptrice comme le rayon divin, mais elle est un préliminaire à la conception. Vais-je être assez belle pour retenir un homme qui deviendra le père de mes enfants?
et tant qu'à faire, autant avoir quelque chose de plus, c'est-à-dire un collier de perles, c'est-à-dire quelque chose de phallique qui va attirer le regard d'un homme. Et puisqu'après l'illumination narcissique, elle attend quelque éblouissement amoureux, eh bien la réponse vient sous la forme triviale d'un message apporté par la servante. Il n'y a pratiquement plus de dedans-dehors, me direz-vous, hormis la lumière qui fait naître hors de l'obscurité le contour des personnages. Pourtant, dans ce dedans, le dehors est bien là, sous la forme des tableaux accrochés au mur au fond de la scène. Ce dehors en représentation, nous le contemplons aussi à partir d'un dehors qui est dedans, puisqu'il s'agit d'un couloir dont la scène n'est que le fond. Puisque la missive est arrivée, telle une annonciation profane, eh bien, elle va la lire. Remarquez la subtilité de son reflet dans la vitre, par où le narcissisme fait retour. Vais-je être suffisamment belle pour celui qui m'écrit ? Nous étions partis avec Cheval de la trilogie Un homme, une femme et la musique. Voici une femme debout au virginal. Et il y a l'amour derrière elle. La perspective ne nous apporte pas grand-chose, si ce n'est de pointer sur la poitrine de la dame, tandis que le dehors, par la diagonale du tableau, indique le même endroit, puis se dirige vers un autre dehors dans le dedans, la peinture qui orne le virginal. La diagonale du tableau dans le tableau indique ce dehors, tandis que Vermeer inaugure un nouveau dedans, celui de la vie intérieure de la dame. Cette vie intérieure, bien entendu, c'est redevenu Eros, un dieu antique, c'est-à-dire l'amour. Vermeer prend appui sur ces emblémata d'Otto van Veen, où l'on voit un amour brandissant la bonne carte, la numéro 1, ce qui rappelle qu'en amour, il s'agit de tirer le bon numéro. Et donc, puisque l'homme a écrit, eh bien, elle va lui répondre, tandis que la servante attend, regardant par la fenêtre la fameuse lumière par laquelle l'illumination est entrée. L'amour enseigne la musique, proclame cet autre recueil d'emblèmes. Eh bien, nous y voilà. L'amour et la musique sont liés. Oups, c'est pas celle-là. Mais voilà, c'est plutôt celle-là. Où si le dehors n'est pas représenté comme tel, dans la réalité, il est représenté dans un tableau. La diagonale de ce dehors en représentation nous indique le manche de la guitare qui suit, lui, la direction de la lumière pénétrant du dehors au dedans. Faut-il insister sur l'aspect phallique de ce manche ? L'amour enseigne sans doute la musique, mais il y a peut-être un prix à payer. Que pèse cette femme ? Si on regarde bien les plateaux de la balance, il n'y a rien. Si elle ne pèse pas les bijoux de famille, la réponse, comme presque toujours dans les tableaux de Vermeer, se situe dans le tableau cet intérieur dedans, ce dedans la tête de la dame. Ce tableau, quel est-il ? Eh bien, c'est un jugement dernier, comme celui-ci, qui n'est pas exactement celui qui est derrière la toile de Vermeer, mais un tableau similaire, puisque c'était un travail de genre qui était souvent réalisé à l'époque. Dans tous ces tableaux se croise la colonne montante des élus qui montent au paradis et la colonne descendante des damnés qui vont en enfer. Cette problématique se poursuit jusqu'à aujourd'hui, aussi bien dans le cinéma que dans l'actualité mondiale, où un cochon mort vaut plus que des milliers de morts. Nos modernes terroristes ont sans doute la conviction d'être guidés par la justice divine, mais celle-ci a toujours été là, sous la forme de la castration. Amour n'a pas été toujours triomphant. Parfois, il se fait plumer comme un poulet, et de toute façon, en deçà de toutes les justices divines, le temps ordonne à la vieillesse de détruire la beauté.
s'apaise dans les plateaux de la balance, que nous voyons représentés ici d'une autre façon, à savoir que côté pas bien, on fait boire une femme pour qu'elle se livre à l'homme, et côté plutôt bien, il y a, si on n'y prend pas garde, ce vitrail qui représente la tempérance, avec ses outils de mesure, la chaîne d'arpenteur et l'équerre, comme ici dans une autre emblémata. Ou comme ici, où elle mesure l'eau plutôt que de verser du vin. Le verre de vin est comme le collier de perles, c'est une prémisse à l'acte sexuel. Et comme il joue sur la transparence, le peintre nous montre à la fois son habileté et ce qu'on ne peut pas voir, à savoir un sexe féminin qui ici finit par voiler toute la face de la femme, ainsi qu'il se fait dans quelques religions. Qu'il ne se voit pas, le sexe de la femme, entraîne chez les enfants toutes sortes d'imaginations, notamment de voir un phallus surgir de dessous la robe d'une femme, d'autant que ce phallus semble indiquer la direction du tableau dans le tableau, qui ici est bien connu. Il s'agit d'une toile de Dirk van Baburen, qui était présente chez la belle-mère de l'artiste, et qui indique le prix à payer pour une rencontre sans danger avec la castration. Vermeer lui-même a peint une toile sur ce même thème, dont le centre exact est situé dans la main qui reçoit la pièce de monnaie. Alors cette toile n'est-elle qu'un innocent concert, ou bien faut-il prêter attention à l'entremetteuse qui est à nouveau le tableau dans le tableau derrière la tête de la chanteuse? Et cette brave paysanne qui verse du lait, n'est-elle pas l'innocence même? À moins qu'on se rende compte que, puisqu'il y a d'habitude un tableau dans le tableau, ici, il n'y a que la trace d'un clou qui a été enlevé. Un trou, donc, qui nous renvoie à l'examen du trou permettant de verser le lait. Peut-être un précurseur de l'origine du monde de Courbet? Je viens de donner une foule d'interprétations subjectives de l'œuvre de Vermeer. Ça ne l'a pas empêché de rendre hommage aux sciences, avec l'astronome ici, mais également le géographe, et enfin le chimiste. Oups, non, le chimiste n'est pas de Vermeer, mais de Michael Cheval. Escher a une façon bien à lui de jouer avec la perspective. Ce n'est plus les dessus-dessous, ce n'est plus la droite et la gauche, c'est le devant et le derrière. Et cette fontaine est peut-être une métaphore des rapports entre un homme et une femme. L'éloignement dû à la perspective fait paraître les objets derrière plus haut que les objets devant. En les superposant, il fait ainsi apparaître devant un objet qui devrait être derrière, simplement parce qu'il est plus haut que l'objet qui est devant et qui est plus bas. Et c'est ainsi qu'il fait remonter l'eau dans ce mouvement perpétuel, tel qu'on aimerait que soit sans doute le mouvement du désir. I know I'm put down, I'm in a mood. I'm in mood for love. I'm in a mood, baby. Good Lord knows I'm in a mood for love. Viens, petite fille, dans mon comic strip. Je te promets que nous regarderons ensemble dans la même direction. La torsion de l'architecture d'Escher, toujours par ce même procédé, des piliers qui sont en haut derrière et en bas devant, nous donne une autre perspective sur les rapports entre les hommes et les femmes. Un non-rapport dont nous sommes peut-être prisonniers comme cet homme, prisonniers de cette structure mathématique paradoxale dont Escher a le secret.
Le barreau vertical qui devait se trouver derrière en haut se trouve devant en bas. Et cette structure paradoxale n'est autre que celle de la bande de Mébius, dessinée ici par Escher de deux façons différentes, et dessinée ici par Rob Gonsalves, autre artiste américain, où l'on voit le petit train devenir le grand train, et dans l'interprétation, c'est le petit phallus du petit garçon qui risque de se faire écraser par le gros phallus du père. C'est là où l'Oedipe est lié à la castration. Dans cette autre œuvre du même Rob Gonsalves, on retrouve le tableau dans le tableau, cher à Magritte et à Vermeer, et où le puzzle peut être complété à condition que le garçon donne la pièce manquante à la fille. Mais quoi qu'il donne, il manquera toujours une pièce au puzzle. C'est ce qui nous garantit d'ailleurs de toujours désirer, étant donné qu'il nous manquera toujours quelque chose. Et si le garçon est dans un tableau qui est plutôt la réalité, la fille est dans une réalité qui est plutôt un tableau où il manque des pièces. Cheval est le grand spécialiste des phallus qu'on ajoute aux femmes. Celle-ci joue du poisson avec une épée dans le concerto que joue de son côté le gramophone représentant le sexe qu'elle a entre ses jambes. Celle-ci tire les cartes du destin pour savoir ce qu'il en est d'une femme, et de la surface des cartes où il n'y a pas de relief surgit un poisson. Et ici nous avons l'histoire de la petite sirène dont nous savons qu'elle a dû se séparer de sa queue pour rejoindre le prince charmant, puisque c'est lui qui est chargé d'avoir une queue dans le principe. Et nous avons là toutes les métaphores possibles et imaginables du phallus féminin. Le poisson, l'oiseau qui peut s'envoler, les bijoux, tous les accessoires par lesquels une femme souhaite se compléter. Tout ce que je viens de vous dire se résume à ceci: la séparation d'un dedans et d'un dehors. C'est par le dedans qu'on se reconnaît comme moi face à une réalité qui est dehors. Évidemment, il y a des trous qui permettent de communiquer entre le dedans et le dehors, et même pas mal de trous. À l'intérieur se trouve plutôt la représentation de ce qui est à l'extérieur dans la réalité. Les trous sont les mêmes chez tout le monde, sauf un, le sexe qui est différent dans une moitié de l'humanité et dans l'autre. C'est pour ça qu'il faut dessiner deux dedans et deux dehors. La jonction entre les deux est assurée par le phallus, plutôt rattaché à un sexe, mais pas vraiment, puisque nous avons vu que, comme le petit oiseau, il peut s'envoler. Grosso modo, nous savons distinguer le moi de la réalité. Malheureusement, il y a bien des endroits où le moi et la réalité se confondent. Par exemple dans le rêve, où je sais que je suis dans la réalité et pourtant au réveil, je devrais convenir que ce n'était qu'un rêve. L'hallucination est du même ordre. C'est pourquoi la séparation entre le dehors et le dedans, entre le vert et le rouge, n'est pas franche. Il y a cette frange de jaune, plus ou moins épaisse, qui représente tous ces phénomènes que nous appelons l'inconscient. Ces phénomènes qui peuvent être transcrits de cette façon très synthétique par une bande de Mébius, où on retrouve le vert dedans et le rouge dehors, avec le ça comme frange d'interférence. Les plis de la bande de part et d'autre de la face jaune sont opérés par le surmoi, tandis que l'interprétation est opérée par le pli entre le moi et la réalité. Réalité dont un autre va se faire le passeur, l'intermédiaire entre nous et le monde. Cet autre, ça sera la maman, le papa essentiellement, ensuite l'école et tous les autres.